présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Shalom, shalom, frères en Christ, shalom, chers bien-aimés, shalom, chères femmes championnes à travers le monde. Bienvenue à cette édition d'enseignement sur la plateforme Femmes Championnes, une femme remarquable. Nous abordons cet après-midi une série d'enseignements sur la communication dans le foyer. Comme vous pouvez l'imaginer, la communication est un grand champ qui ne peut être abordé, exposé en une seule partie. Donc, pour ce faire, nous avons prévu quelques éléments en prélude que nous verrons au cours de ces instants. Abordons donc au cours de cette séance les généralités de la communication, notamment en particulier donc la communication dans le foyer. Nous verrons donc 3 parties, sinon 4 au cours de cette séance. Dans un premier temps, nous aurons l'intérêt de la communication. Nous verrons plus tard quelques définitions qui entourent ce thème et qui sera suivi par la suite des moyens de la communication, puis des principes de la communication, et nous conclurons cette séance que nous espérons par la grâce de Dieu enrichir dans les prochains jours. De nombreux conseillers conjugaux s'accordent à dire que la communication quasi inexistante ou insuffisante entre les partenaires constitue un des problèmes majeurs des foyers. Donc, des problèmes rencontrés dans les foyers, on a constaté que bon nombre de conflits enregistrés au sein des foyers en général, et notamment en milieu chrétien, tournent autour de la communication. Soit parce qu'il y a une communication qui est mal entreprise, ou alors c'est une communication qui n'existe pas du tout. La communication donc est essentielle car elle permet de mieux se connaître, de mieux se comprendre pour vivre un foyer harmonieux, un foyer épanoui. Quel est l'intérêt de la communication dans le foyer? Nous trouvons dans le livre des commencements, donc le livre de la Genèse, dans Genèse 2, au verset 18, où le Seigneur parle en lui-même, il dit ceci: « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable qui lui convienne parfaitement. » Cette expression ou cette façon de voir, on la retrouve également dans le livre de Genèse 1, au verset 26, où Dieu va, dans le conseil divin, décider de créer un homme, de créer l'espèce humaine à son image, à sa ressemblance. Donc, par le livre de Genèse 1, verset 26, nous voyons que la communication est au centre même du cœur de Dieu, parce que lui-même, Dieu, est un être qui communique. Il communique en tant que divinité entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et en voulant créer l'homme, il a voulu que l'homme également puisse revêtir cette identité donc de communicateur, cette identité de l'être qui échange, qui partage les idées, qui partage les avis, qui partage tout ce qui entoure son environnement, qui partage ses projets. Nous voyons donc que la communication est un besoin qui vient même avec la création de l'homme. C'est un besoin, une nature, la nature de Dieu qui est implantée en l'homme. Donc Dieu, en créant l'être humain, bien évidemment, ce dernier créé à l'image de Dieu, veut également que par ce trait donc de communicateur, que l'homme qu'il crée puisse revêtir également cet attribut de quelqu'un qui communique, quelqu'un qui consulte, quelqu'un qui partage, quelqu'un qui échange ses avis. L'intérêt de la communication est également relevé par le fait que la communication permet la compréhension et l'acceptation mutuelle au sein d'un groupe, au sein d'un couple, au sein de diverses institutions ou entreprises que nous pouvons rencontrer. Le besoin de la communication, sinon la communication fait en sorte que les différentes parties puissent échanger, puissent faire valoir
donc les idées puissent mener des défis, puissent organiser la vie en commun, puissent entreprendre tout ce qu'il faut pour pouvoir amener leur environnement à l'épanouissement, à une vie harmonieuse, à une vie heureuse. La communication apparaît également comme un moyen de réguler la vie au foyer et favoriser le bon fonctionnement de ce dernier. Donc, la communication va être donc comme ce médiateur-là ou cet outil qui va permettre dans le foyer aux deux parties, monsieur et madame par exemple, de pouvoir s'asseoir au cours d'une table et résoudre les conflits auxquels ils font face. La communication a également l'émission de contribuer à l'édification mutuelle dans le foyer et accroître l'harmonie familiale. Nous le retrouvons par exemple dans le livre de Genèse 2 au verset 24, il est écrit « Les deux deviendront une seule chair ». Donc, c'est la dernière partie que je relève ici. On voit dans ce passage que devenir une seule chair est un processus. C'est un processus que Dieu, un objectif que Dieu s'est fixé dans la création de l'espèce humaine, notamment dans la vie de couple. Donc, par le biais de la communication, par le biais des échanges, ce processus prend forme dès la conception, dès la naissance du foyer, et ce processus se construit, il se travaille et on l'acquiert au fur et à mesure qu'on chemine ensemble. La communication également est un moyen qui permet d'impacter son environnement. Donc par la communication, il nous est arrivé, à ce titre d'ailleurs, de constater au sein d'un couple ou d'une communauté qu'une telle, un monsieur tel ou monsieur dame se ressemblaient, parce qu'on pouvait retrouver en eux les mêmes réactions, les mêmes attitudes, parfois même dans la façon de penser et de dire les choses. Ce couple est tellement devenu fusionnel qu'on n'arrive pas parfois à faire le distinguo entre monsieur et madame. Ce qu'on peut dire, c'est que ces derniers, en développant une certaine unité, une certaine complicité, va faire en sorte que leur communication, non seulement en interne entre les deux, va impacter au point où l'un se retrouve en l'autre, mais cet impact également va être visible à l'extérieur. Donc, la communication a ce moyen, ce pouvoir d'impact qui agit non seulement en interne, mais également en externe. Nous avons quelques exemples également pour illustrer nos propos. Nous voyons donc dans l'histoire de la tour de Babel, par exemple au chapitre 11, où une nation, une communauté, des hommes se sont assemblés par le pouvoir de la communication, je crois, sont arrivés à un point où ils parlaient un même langage, où ils formaient un même peuple. Et là, Dieu va se rendre compte que cette fusion-là est une fusion importante, est une fusion capitale, une fusion essentielle parce que cette fusion, cette unité communautaire, cette unité, l'unité de ces hommes-là était dangereuse au point où Dieu lui-même va se rendre compte que dans cette unité, rien ne pourrait plus leur résister. Donc, la communication a un pouvoir quand les deux parties sont unies, sont fusionnelles. Il y a une énergie puissante qui se dégage, il y a une énergie qui est créée et qui permet d'atteindre des objectifs plus importants, plus grands, de faire des choses au-delà de ce qu'on pouvait imaginer que si on l'entreprenait seul. Nous voyons aussi dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes des Apôtres, le pouvoir de la communication dans le couple Ananias et Saphira. Ces deux derniers, donc, la Bible nous raconte que c'était un couple qui avait vendu un champ et qui avait résolu en ce temps-là, normalement, de donner leurs biens à la communauté, au bénéfice, de mettre ce bien au bénéfice de la communauté. Qu'est-ce qui s'est passé? Les deux partenaires, donc les deux époux, se sont entretenus et ont convenu de donner une partie
de leurs revenus et de garder une partie de leurs revenus. Donc, le pouvoir que la communication a eu comme effet sur ce couple, c'est que ça a entraîné la mort des deux. Donc, voyez à quel niveau est-ce que deux parties, lorsqu'ils s'entendent, lorsqu'ils sont ensemble, lorsqu'ils sont unis dans la façon de faire, jusqu'où ça peut arriver. Il reste bien entendu que le cas d'Ananias et Saphira n'est pas un modèle à imiter, mais nous voyons par là que leur pouvoir d'échange, de communication, les capacités à fusionner a permis à ces derniers de parler d'une même voix, d'agir de la même manière et donc d'avoir même les mêmes conséquences à cause de ce qu'ils avaient entrepris en amont. Que signifie communiquer? En regardant donc dans le dictionnaire Larousse, nous avons pu relever quelques éléments qui nous permettent de dire exactement ce qu'est la communication. D'abord, il faut noter que ce terme vient du latin, donc du mot communicare, qui veut dire avoir part, partager, puis entrer en relation avec une tierce personne. Donc la communication, c'est l'action d'être en communion, d'être en relation, d'être en partage avec une autre personne, donc pour échanger, soit, je dirais n'importe quoi, échanger des idées, échanger des présents. Donc les deux parties vont se mettre en accord, en convention pour pouvoir échanger ce que l'un et l'autre dégagent, ce que l'un et l'autre ont à sa possession. Le terme foyer, par contre, lui, il faut noter qu'il y a deux définitions de foyer qu'on retrouve. Le foyer qui désigne déjà le feu, donc tout le monde sait ce que c'est le feu. Et la deuxième expression qui retient beaucoup plus qui a retenu beaucoup plus notre attention et qui est liée donc à notre sujet, désigne le lieu où vit une famille. La famille, par définition, ce sont des gens, donc des personnes qui sont liées par le lien de parenté ou alors qui sont liées par un accord, une alliance, le mariage par exemple. Un monsieur X est allé épouser madame Y par les liens de mariage, donc ils vont former une famille. Le foyer est communément appelé, sinon familièrement appelé maison. La communication, au regard donc de ces deux termes, dans le foyer est donc l'ensemble d'échanges, de discussions ayant lieu au sein d'un foyer. La communication est donc ces partages, ces discussions qu'on va avoir au sein du foyer afin de pouvoir faire marcher le foyer, afin de pouvoir mener des projets du foyer, afin de pouvoir engager, pourquoi pas, le foyer dans telle ou telle perspective. Bien que communiquer soit un échange ou partage d'informations, cet échange ne se limite pas à parler, à discuter, car celui qui discute ou qui parle sans rien dire, on risque de l'appeler un bavard. Donc, afin de circonscrire donc, le thème de notre exposé cet après-midi, nous n'allons pas étendre le sujet de la communication dans le foyer à tous les aspects parce que nous voyons que le foyer tient compte donc du couple et des enfants. Nous allons nous concentrer beaucoup plus sur la communication entre monsieur et madame. Donc, communiquer entre monsieur et madame, c'est avoir d'un côté quelqu'un qui émet, donc une information, qui voudrait partager. Donc, cette personne va être appelée émetteur. Ça peut être la femme ou l'homme, c'est selon la personne qui initie l'échange ou le partage d'informations. Et de l'autre côté, nous allons avoir le récepteur. Là encore, c'est selon la personne qui reçoit. Donc, ça peut être madame ou monsieur. Donc, retenons que dans la communication, nous avons trois éléments qui interviennent. Nous avons l'émetteur, le récepteur, et entre les deux parties, nous avons ce qu'on appelle le message, les informations, tout ce qui va concourir à la discussion, à l'harmonie, à l'épanouissement, à ce qu'on veut atteindre comme objectif en échangeant. Prenons le cas de madame Ngoma, par exemple, qui a une idée.
qui pense qu'au cours de cette période de Covid est resté trop longtemps confiné et qui voudrait à la fin, qui aimerait à la fin donc, de la période de confinement entreprendre un voyage pour changer d'air. Donc elle a cette idée-là qui lui vient en tête, à laquelle Madame Ngoma pense. Elle va, puisqu'elle vit en couple, elle va voir son partenaire, son mari, pour en discuter. Et au cours de la discussion, beaucoup de facteurs, beaucoup d'aspects vont être évoqués, notamment donc, le budget, par exemple, de ce déplacement, le lieu, les différentes parties prenantes de ce déplacement. Est-ce madame seule? Est-ce monsieur seul? Est-ce monsieur et madame? À quel moment est-ce qu'il faut le faire? Donc, la communication va consister donc, à tenir compte de ces différents aspects pour pouvoir aboutir au voyage ou non de l'une ou l'autre des parties ou des deux, pourquoi pas. Ces discussions autour de quoi vont-elles tourner? Donc pour être fructueuses, ces discussions vont, il faut d'abord tenir compte des aspects de respect, parce qu'on ne peut pas communiquer sans respecter l'autre. Communiquer en respectant l'autre dans le foyer. Donc même si c'est moi, madame, nous parlions donc du couple Ngoma et nous disions donc que la dame, donc l'épouse, a l'idée de changer d'air et que cette idée va amener cette dernière à donc entreprendre des échanges avec son époux pour pouvoir réaliser ou non ce projet de voyage. Donc ces échanges vont tenir compte de certains facteurs, de certains aspects, notamment le respect de l'autre. Donc même si c'est à la femme que revient la primeur de l'idée, si c'est à cette dernière, si c'est cette dernière qui a pensé au projet de voyage, elle vient présenter donc ce projet à son époux dans le respect, dans l'estime de son époux, dans l'attention donc en cherchant ou en faisant en sorte d'attirer, amener son époux à pouvoir discuter de manière franche sur la question, mais également cette dernière ou les deux parties vont tenir compte aussi des aspects de l'écoute de l'un et de l'autre. Donc les discussions, pour qu'elles soient constructives, qu'elles se déroulent dans le bon climat, dans des bonnes conditions, il faut tenir compte du respect de l'autre, de l'estime de l'autre, de l'attention qu'on porte à l'autre, mais également de l'écoute qu'on accorde à l'autre pour discuter. Donc il n'est nullement question ici, parce que c'est Madame Ngoma qui a eu l'idée de voyager, de venir comme informer à son époux, juste, donc vous savez, l'information, on la donne, on n'a pas besoin de discuter, on s'exécute. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit ici. Il s'agit d'apporter l'information qui consiste à discuter. Donc, dans la discussion, l'époux peut être peut être amené à agréer le projet ou non, mais il faut que dans cette discussion, en fait, que l'épouse soit disposée à entendre les avis de son partenaire, de son époux. D'ailleurs, il est dit communément que de la discussion jaillit la lumière. Donc la femme, c'est pas parce qu'elle a eu une idée géniale, comme on peut dire, qu'elle peut penser avoir la science infuse, qu'elle peut penser tout connaître, qu'elle peut penser avoir mesuré tous les paramètres, vu tous les contours de la question, qu'il faut tout de suite exécuter son projet. Non, en ce qui concerne le foyer, elle a besoin de recueillir les avis de son époux pour pouvoir mener ou non le projet. Quels sont les moyens que le couple, puisque nous parlons ici du couple Ngoma, par exemple, ou un couple X, quels sont les moyens que ce couple va aborder, sinon avoir pour communiquer, adopter comme pour communiquer? Le premier moyen que nous pouvons citer est celui de la parole, donc par la parole, des sons qu'on émet. Monsieur et madame vont échanger, vont partager, vont discuter pour voir ce qu'il y a lieu de faire. Nous avons également l'écrit, mais je dirais que cet élément ne serait pas
ici à retenir dans le cas où le couple vit ensemble, il est nécessaire, il est important de privilégier le dialogue parce que le dialogue sied lorsqu'on vit ensemble que quand on est éloigné, par exemple, pour des couples qui sont séparés pour des besoins professionnels ou autres, on peut utiliser l'écrit, mais pour des gens qui vivent ensemble, le dialogue est ce qui paraît le mieux. On peut également s'exprimer par le corps, la présence physique. Donc, quand on parle de dialogue, on va pas, c'est pas le téléphone. C'est vrai que le téléphone, quand l'utilisant, c'est aussi le dialogue qui est fait, qui est enregistré, mais c'est pas par le téléphone, c'est par le corps. Donc, il faut que monsieur et madame soient au même endroit, au même moment pour pouvoir discuter parce que par le comportement du physique, par le facial, par le corps, il y a des messages qu'on peut exprimer, il y a des informations qui peuvent se traduire et on a besoin de tout cet ensemble pour pouvoir mener une communication franche, une communication efficace. Nous pouvons également aussi discuter à travers les cadeaux, à travers les sorties ou les promenades. Il est arrivé, ou très souvent, en ce qui me concerne, de fois pour des sujets délicats, il arrive que ce soit entre mon époux et moi, on organise une petite balade au cours de laquelle on va être amené à évoquer tel ou tel sujet. Un autre moyen aussi de communiquer, c'est les rapports sexuels. C'est également aussi un moyen de communiquer. C'est un moyen de communiquer important et très puissant au point où la Bible même traduit ce moyen comme un moyen vraiment, je vais dire, peut-être 80% efficace. Hein. Vous savez, il est dit dans la Bible que celui qui s'allie avec une prostituée devient une même chair, un même corps avec cette dernière. Donc, c'est dire combien de fois la communication par rapport sexuel peut être importante et peut avoir des effets beaucoup plus escomptés que ceux qu'on attendait par la parole, par exemple. On peut également communiquer par la prière, en ayant des temps de prière adressés au Seigneur. On peut savoir aussi, dans des prières adressées à Dieu, des prières franches, connaître le cœur, le besoin de l'autre, ce que l'autre a dans ses tripes. Il y a également, pour mener la communication au sein du foyer, certains principes qu'il faut observer. Ces principes sont de deux ordres. Nous avons d'un côté les principes bibliques et de l'autre côté, nous avons les principes moraux. De quoi sont constitués les principes bibliques? Plusieurs principes bibliques peuvent être relevés pour mener une communication qui est efficace. Quelques-uns, nous allons voir, on ne va pas les aborder tous ici. Quelques-uns ont été relevés compte tenu du temps qui nous est imparti. Nous avons relevé le principe de l'écoute, par exemple, qui a été déjà dit en amont. Nous pouvons le retrouver dans le livre de Proverbes 18, au verset 13, et dans le livre également, le même livre de Proverbes 15, au verset 31. Il est dit, je lis les deux passages d'affilée, « Celui qui répond avant d'écouter montre sa bêtise, et il se couvre de honte. L'oreille attentive aux réprimandes qui mènent à la vie fait son séjour au milieu des sages. » Donc, au cours de la communication, il est important de pouvoir écouter l'autre. Parce que celui qui écoute ne juge pas. On écoute sans interrompre. En écoutant, on laisse l'autre aller au bout de son idée. On laisse l'autre terminer ses phrases. On laisse l'autre, pourquoi pas, illustrer les propos quand on ne les comprend pas. Parce que justement, en écoutant, on va se rendre compte que dans l'expression de mon partenaire, de mon époux, il y a tel mot que je ne saisis pas bien. Et si je mène une bonne écoute, ça va m'amener à poser des questions qui vont lui permettre d'apporter plus d'informations et qui vont m'aider, moi, à comprendre la pensée de l'autre. Celui qui écoute ne juge pas, mais analyse. Et dans cette analyse,
des questions vont être posées et des informations supplémentaires vont être données. Il est donc important de pouvoir écouter l'autre, de pouvoir écouter son époux lors de la communication. Il est également important de pouvoir être honnête lors de la communication, quel que soit le sujet qui est abordé, même si ce sont des sujets qui fâchent, parce que ce n'est que dans l'honnêteté, dans la vérité, que nous pouvons mener une communication efficace. Éphésiens 4, 25 dit, nous encourage d'ailleurs à renoncer aux mensonges et que chacun parle selon la vérité. En tant que chrétien, normalement, né de nouveau, enfant de lumière, nous devons parler avec honnêteté, nous devons parler avec vérité. Quand on est né de nouveau, on n'a pas de raison de cacher, on n'a pas de raison de penser que si je dis une chose comme si, l'autre va penser comme ça. Non, il faut que nous soyons honnêtes dans notre façon de dire les choses, qu'on ne prenne pas les contours, qu'on ne prenne pas des images, mais qu'on appelle le chat chat et le chien chien. Donc on n'a pas besoin d'imager pour amener l'autre à deviner, à penser la pensée qu'on voudrait traduire. Il faut pouvoir être clair, il faut pouvoir être vrai, parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons vivre dans la vérité et dans l'honnêteté pour pouvoir mener une communication qui est efficace. Il faut éviter toute forme de fourberie. Nous l'avons vu, donc, la vérité, celui qui s'éloigne de la vérité a tendance donc à utiliser de l'hypocrisie, une sorte de fourberie. Et dans ce cas, on ne peut arriver au résultat attendu parce qu'on ne fait pas preuve de transparence, parce qu'on ne fait pas preuve d'honnêteté. Donc, entre époux, entre enfants de Dieu, entre chrétiens, la fourberie entre monsieur et madame dans les échanges doit être proscrite. Nous devons parler de manière transparente, de manière vraie. Le Proverbe 17, 4 nous dit d'ailleurs que le méchant est attentif à la lèvre inique, le menteur prête l'oreille à la langue pernicieuse. Étant donné que nous ne sommes pas des menteurs et que nous ne sommes pas des méchants parce que rachetés par Jésus-Christ, il nous revient donc à nous, enfants de lumière, de pouvoir communiquer selon la justice, selon la nature de Christ qui nous habite, la nature de Christ qui nous incarne. Il faut également adopter des paroles aimables. Et là, je vais vraiment m'appesantir sur nous les femmes, souvent, lorsqu'il y a des sujets nous abordons des sujets qui fâchent parfois, c'est pas étonnant de voir que, en tant que femme, peut-être parce que nous avons un fort débit en parole, il nous arrive de placer deux fois 15, 20, 100 mots sans que l'époux n'ait sorti même un seul mot. Donc, il faut faire preuve de sagesse. C'est vrai que parler beaucoup, même si c'est un trait qu'on observe chez les femmes, il y a des hommes également qui le sont, mais il faut faire preuve de paroles aimables, il faut faire preuve de retenue dans la communication, dans les propos qui sont énoncés, parce que si nous ne faisons pas preuve de retenue, si nous ne faisons pas preuve de paroles aimables, nous pouvons sortir des méchancetés, des paroles qui peuvent être blessantes, qui peuvent frustrer, qui peuvent atteindre, qui peuvent toucher à l'estime de l'autre. Et ça, ce n'est pas ce qui est recherché dans la communication. Proverbe 15, verset 1 nous dit d'ailleurs qu'une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Il nous faut donc faire preuve de paroles aimables lors d'échanges avec notre époux, avec notre épouse, pour pouvoir atteindre, pour pouvoir vraiment mener une communication qui soit harmonieuse, une communication qui soit profitable au foyer, qui soit profitable à la vie de couple et non à l'un ou l'autre. Il faut faire preuve d'humilité. Dans le livre de Philippiens 1, chapitre 2, les versets 3 jusqu'au verset 5, la Bible nous recommande de ne rien faire par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, et ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ.
Donc, dans la communication entre époux, il n'est pas question de montrer qu'il y a les cordes vocales les plus fortes ou les plus énergétiques, qui parle le plus, qui est plus éloquent. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de faire valoir l'autre. Donc, si on observe tous les principes qui ont été dit en amont, on fait valoir l'autre, on parle dans l'humilité, on parle posément, parce que c'est dans le calme, dans l'humilité, dans le respect de l'autre qu'on va aboutir à une communication qui est favorable, qui est une communication qui est efficace. Donc, Christ nous encourage ici à ne pas faire preuve de vaine gloire. La vaine gloire, ça peut être quoi? Ben, parce que c'est moi qui ai appris. On va dire à l'autre, non, mais tu ne comprends pas, c'est pas ce que je voulais dire. Comme une manière de rabaisser l'autre, par exemple, parce que l'autre n'a peut-être pas le niveau intellectuel qu'il faut pour pouvoir appréhender. On va dire, non, mais ma femme comprend tout de travers, ou alors mon époux ne comprend pas ce que je veux dire. L'humilité consiste à revaloriser l'autre, à se faire tout petit, même si on comprend, on cerne les contours de la question, mais on va être amené on revient au niveau de l'autre pour que la communication puisse passer, qu'il n'y ait pas de brouille entre les messages qui sont échangés, mais que le message passe de manière claire, sans bruit, comme on peut le dire. Passé donc cette partie des principes bibliques, qu'est-ce qu'on peut rajouter en ce qui concerne les principes de la communication? Nous avons également les principes moraux qui ne sont pas très loin des principes bibliques. Vous verrez donc que les principes bibliques sont des principes qui se basent en général sur certains passages tirés de la Bible. Et là, les principes moraux, ce sont des principes qui plus ou moins régissent l'espèce humaine. Je crois qu'on aille au sud, à l'est ou à l'ouest, en Europe ou en Afrique, il est bon de communiquer. Pour communiquer, il faut connaître le moment. On ne communique pas n'importe quand, on ne communique pas n'importe où. Je prends l'exemple d'un foyer, par exemple, où madame est femme au foyer et c'est le monsieur qui travaille. Quand il arrive après le boulot, donc il rentre chez lui autour de 17 heures et au cours de la journée, madame a constaté que le courant ne passait pas, par exemple, il y a eu un problème électrique, ou alors il y a du gaz, il y a un problème gaz, ou un problème avec un enfant. Ce n'est pas lorsque monsieur franchit le seuil de la maison que madame va dire, bon, ben écoute, voilà ce que ton enfant a fait, ou voilà ce qui se passe à la maison. Vous conviendrez avec moi que si on agit de la sorte, c'est non seulement insensé, mais on ne sait pas trop ce que l'autre a vécu dehors, ce qu'il a pu rencontrer comme difficulté, ce qu'il a pu, peut-être que dans les relations professionnelles, il a été agacé, ça s'est très mal passé. Et quand il arrive à la maison, qu'il tombe sur un tel problème, il ne va pas avoir une réaction favorable. Et donc, il faut, pour pouvoir, la femme championne, qui est une femme remarquable, donc pour pouvoir poser son problème, doit faire preuve de sagesse, doit attendre le moment idéal à accueillir aimablement son époux, lui faire à manger, le mettre à l'aise et attendre le moment qu'il faut le soir même ou pourquoi pas le lendemain pour pouvoir poser le problème. Je suis bien d'accord, c'est vrai qu'il y a des problèmes qui ne peuvent pas attendre, mais quand on trouve le temps qu'il faut, le moment qu'il faut, l'endroit qu'il faut pour pouvoir les poser, les résultats sont bien meilleurs que quand on les pose à chaud. Il faut savoir cultiver une écoute attentive, nous l'avons déjà dit dans les principes bibliques. Il faut savoir adopter un ton approprié, on ne crie pas. Donc ce n'est pas parce que j'ai raison que je vais crier. Ce n'est pas parce que monsieur est celui qui est le chef qu'on va crier dans la maison, je suis le chef et toi, femme, tu m'obéis. Cette façon de faire ne convient pas aux enfants du royaume. Nous voyons déjà même avec l'attitude de notre Seigneur Jésus-Christ, combien de fois il n'a pas été agacé, combien de fois il n'a pas été frustré ou même incompris, où il a fait face à des personnes difficiles, des personnages difficiles. Mais en toute chose, le Seigneur Jésus-Christ a gardé son calme. En toute chose,
il a pu mener une communication paisible, il a pu mener une communication efficace, il a pu respecter ses concitoyens, il a pu agir de manière à ce que le message qu'il avait à émettre n'ait pas les résultats qu'il attendait. Donc il faut pouvoir adopter un temps qui est approprié pour pouvoir mener. Il faut expliquer sans détour, nous l'avons déjà dit, être positif au cours de la communication, même si le problème est grave, avec Dieu, rien n'est perdu. Tout est toujours possible, même dans les situations catastrophiques, rien n'est impossible à Dieu, c'est ce que nous enseigne la Bible. Donc il faut toujours positiver avec Dieu, rien n'est jamais perdu. Il faut être courtois en respectant l'opinion de l'autre et il faut également être sensible. Et cette sensibilité, on la développe dans l'écoute, on la développe donc au fur et à mesure également qu'on communique, on va développer la sensibilité. Donc après donc l'examen des principes bibliques et moraux, ce que nous pouvons donc retenir au cours de cette dernière séance, c'est que la communication fait partie des éléments essentiels, sinon des éléments importants qui contribuent à l'édification mutuelle. Donc on ne communique pas pour être meilleur, l'époux ou l'épouse ne communique pas pour être meilleur, mais on communique pour s'édifier. Donc ensemble, on grandit, ensemble, on est enrichi, ensemble, on va vers le meilleur. Ensemble, on entreprend des nouvelles initiatives. Ensemble, on gagne. Ce n'est pas l'un ou l'autre, mais c'est ensemble parce qu'il s'agit de la vie de couple, il s'agit de la vie à deux, et c'est ensemble parce que nous sommes une équipe, c'est ensemble que nous devons gagner en communiquant. Il ne s'agit pas de dire que c'est moi qui ai raison, c'est mon idée qui était la plus importante, ou de dire, mais tu as vu ce que j'avais annoncé ou ce que j'avais prédit, c'est cela, on retombe sur ce que j'ai dit. Non, 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 il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de se poser des questions. Qu'est-ce qui fait avancer? Nous avons échangé, oui, mais comment est-ce que ça fait avancer notre couple? Qu'est-ce que nous gagnons en tant que couple, en tant qu'équipe, en tant que partenaire? Qu'est-ce que nous gagnons en communiquant, en abordant tel ou tel sujet? Donc, pour parvenir, il faut se donner le temps, nous l'avons vu, il faut se donner les moyens, nous l'avons vu, il faut également se donner les moyens, les outils qu'il faut, il faut adopter les principes qu'il faut pour mener une communication avec succès, une communication où l'un et l'autre tirent parti parce que c'est ensemble que nous devons gagner. Nous pouvons donc terminer cette première séance par la citation de Bernard Werber qui déclare que la communication aujourd'hui sort des tripes et non pas de neurones. Communiquer aujourd'hui, ce n'est pas seulement penser, je vais rajouter, ce n'est pas seulement penser, mais c'est également ce qu'on a au-dedans de nous. Qu'est-ce qu'on a dans les tripes, qu'est-ce qu'on a dans le ventre, c'est ce qu'on traduit pour amener l'autre, amener son partenaire à avoir des réactions qu'il faut, des réactions qui permettent un échange franc et qui va amener le couple à échanger pour pouvoir être gagnant-gagnant. Nous allons donc prier pour clore ces moments. Seigneur Jésus, nous te bénissons et te rendons grâce. Seigneur, tu es le meilleur enseignant. Nous avons donné, Seigneur, ce que nous avons pu avec les mots d'homme. Mais toi qui es le meilleur enseignant, que tu puisses, Éternel, au travers, Seigneur, des propos qui ont été tenus, que tu puisses, Seigneur, enseigner, Seigneur, à ton peuple, que tu puisses traduire le message que tu veux à chacun, parce que tu connais le besoin de chacun. Et tu sais ce que chacun veut, Seigneur, ce que tu as prévu pour chaque couple, pour chaque personne, en ce qui concerne donc cette question de la communication. Nous prions, Seigneur, que toi seul sois le maître et que tu puisses, Seigneur, enseigner et traduire, Seigneur, le message selon tes besoins, selon les besoins de chacun et selon ta volonté suprême. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci d'être avec nous. Nous te bénissons et te rendons grâce au nom de Jésus. Amen. Que ta présence
ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi.